L'univers est extrêmement vaste, en sachant qu'il existe plusieurs centaines de milliards de galaxies dans l'univers, et que chaque galaxie peut avoir plusieurs centaines de milliards d'étoiles, ça fait potentiellement plusieurs millions de milliards d'étoiles dans l'univers. Chacune est unique, et répartie dans des catégories pour qu'on puisse les différencier. Ces étoiles sont la première manifestation de la matière visible dans l'univers. Et comme on vient de le voir, il y en a vraiment beaucoup. Tellement que certaines sont très proches de nous, à l'échelle de l'univers. Par exemple, à moins de 1000 années-lumière d'ici, se trouve une toute petite étoile très mystérieuse, d'une vingtaine de kilomètres. On l'appelle Calvera. Cette étoile, aussi grande que la ville de Paris ou de Washington, est comme perdue dans l'espace. On ne sait pas pourquoi elle est là. Mais c'est pas pour ça qu'elle est si intéressante. Sa principale particularité, c'est en fait d'être incroyablement dense. En réalité, on estime qu'elle est aussi massive que plusieurs fois la masse du Soleil. Donc imaginez l'équivalent de plus d'une fois le Soleil en termes de masse, comprise dans une étoile du diamètre de Paris. Au vu de cette énorme densité, une cuillère à café de cette étoile pèserait 100 millions de tonnes sur Terre. C'est juste colossal. Et quand on regarde autour d'elle, il n'y a rien. En réalité, cette étoile est en dehors du plan galactique de la Voie lactée. C'est pour ça que la présence d'étoiles proches d'elle est rare. Tout simplement parce qu'elle n'est pas dans une galaxie. Mais alors, comment est-elle arrivée là? Par quel processus incroyable cet astre est-il né? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir des étoiles extrêmement denses dont l'existence et leur mort bouleversent l'univers lui-même. Ces étoiles si particulières qu'on les appelle les étoiles à neutrons. Et on va même aller encore plus loin, parce qu'on parlera aussi des magnétars et des pulsars, qui font partie des objets célestes, selon moi, les plus extraordinaires de l'univers. Aujourd'hui, on va voir les secrets qui se cachent derrière des magnétars, étoiles à neutrons et des pulsars. Si je fais cette vidéo, c'est parce que les membres de la chaîne l'ont choisi avec ce sondage. Si vous voulez vous aussi choisir les prochains sujets de vidéo ou même les voir en avant-première avant tout le monde, eh bien vous avez juste à rejoindre la chaîne. Ça permet de la soutenir et ça m'aide beaucoup. Et dernièrement, c'est Flash Sama qui a rejoint la chaîne, donc merci beaucoup à toi. Et sinon, si vous voulez soutenir la chaîne de manière gratuite, eh bien vous pouvez toujours simplement vous abonner. Sachez que je me suis aussi lancé sur Spotify récemment. Si vous souhaitez écouter mes podcasts, eh bien il y a le lien en description et vous pouvez juste taper Mystère Étoile sur Spotify. Comme ça, vous pourrez écouter ces vidéos sans problème, en voiture, en dormant, en étant dans le bus ou même tout simplement en mangeant. Vus depuis la Terre, ces objets ne sont que de simples points brillants dans le ciel nocturne. Alors on va commencer par quelques rappels et le commencement de ces astres. Les étoiles. D'où viennent les étoiles? Comment ça naît exactement? Ce phénomène incroyable reflète la beauté créatrice de notre univers. C'est ce qui le fait vivre, ce qui fait qu'il rayonne. Mais d'une certaine manière, ça nous fait vivre aussi. Parce que sans les étoiles, les systèmes planétaires n'existeraient pas. Et donc la Terre et la vie non plus. On n'aurait qu'un univers mort, dépourvu de toute vie. Mais voyons ce qu'il se passe concrètement. Ces astres naissent dans des nuages de gaz et de poussière bien spécifiques, des sortes de pouponnières d'étoiles. On appelle ça des nébuleuses. Ces nuages sont principalement composés d'hydrogène, d'hélium et d'autres éléments légers. Et ça on le sait suite aux observations spectroscopiques qu'on a pu faire avec nos télescopes. Mais on me demande régulièrement comment ça marche. Comment on arrive à voir la composition d'un gaz par de simples observations? Eh bien ce processus, il s'appuie sur le principe de la spectroscopie. La spectroscopie, c'est une méthode très puissante pour identifier les gaz en étudiant la manière dont ils absorbent, émettent ou dispersent la lumière. En réalité, chaque gaz possède des atomes ou des molécules qui interagissent avec la lumière à des longueurs d'onde bien spécifiques. Ces interactions se manifestent sous forme de raies d'absorption quand le gaz absorbe certaines longueurs d'onde, et de raies d'émission quand le gaz émet la lumière à des longueurs d'onde précises, après excitation. Ces raies sont uniques pour chaque gaz, formant une sorte d'empreinte digitale spectrale. Alors il existe trois types de spectroscopie pour étudier les gaz. La spectroscopie d'absorption, la spectroscopie d'émission et celle de Raman. Pour la spectroscopie d'absorption, un faisceau lumineux traverse un échantillon de gaz. Le gaz absorbe certaines longueurs d'onde bien spécifiques, formant donc des raies sombres sur un spectre continu. A l'inverse, pour la spectroscopie d'émission, le gaz est excité. Alors pour exciter un gaz, il y a plusieurs méthodes. Les deux plus connues consistent à chauffer le gaz à très haute température, en lui appliquant une décharge électrique. Pour faire simple, un gaz n'aime pas du tout être excité. Il va donc tout faire pour revenir à un état énergétique plus bas. Et quand il y parvient, il émet de la lumière à une longueur d'onde spécifique. Et enfin, pour la spectroscopie de Raman, c'est tout autre chose. En fait, on va faire traverser le gaz par un laser.
Et grâce aux lois physiques actuelles, ce qui va réellement se passer, c'est que la lumière du laser va être diffusée par le gaz. Les changements d'énergie dus à cette diffusion révèlent des informations sur les vibrations moléculaires. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle est capable d'identifier les gaz présents dans des mélanges complexes. Grâce à cette technique, on a pu déterminer très précisément les longueurs d'onde de certains gaz. Par exemple, l'hydrogène émet des rayonnements dans le domaine du visible. L'ozone absorbe dans l'ultraviolet à environ 250 nanomètres. Et le dioxyde de carbone absorbe dans l'infrarouge à 4,3 micromètres. Trois gaz bien connus et qui pourtant agissent dans différents domaines du spectre lumineux. L'un dans le visible, l'autre dans les UV et le dernier dans l'infrarouge. De manière générale, la spectroscopie, grâce à sa précision et à sa diversité, reste un outil fondamental pour identifier et analyser des gaz, qu'ils soient sur Terre ou dans l'espace. Mais revenons à notre pouponnière d'étoiles, la nébuleuse. Il vient un temps où la nébuleuse refroidit, puis se contracte sous l'effet de la gravité au fil du temps, ce qui fait monter la température au centre de la nébuleuse. Donc plus le temps s'écoule, et plus la nébuleuse se densifie en un ou plusieurs points, et plus la température en ces mêmes points augmente. Mais jusqu'à quand? Eh bien quand cette température aura atteint environ 15 millions de degrés Celsius, les atomes d'hydrogène vont se mettre à fusionner pour former de l'hélium. C'est-à-dire que deux noyaux d'atomes légers, comme l'hydrogène, fusionnent pour former un atome plus lourd, comme l'hélium. C'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Un procédé physico-chimique qu'on a observé dans presque toutes les étoiles, et qu'on a réussi à inverser sur Terre, dans les centrales nucléaires. Cette réaction libère de l'énergie sous forme de lumière et de chaleur, et fait ainsi donc rayonner un astre, qui ne demande qu'à émerger. Une proto-étoile vient de naître. Il s'agit là juste d'un cœur chaud et dense qui va former la base de l'étoile, flottant dans ce nuage qui lui a donné naissance. En fait, cette proto-étoile va devenir le noyau de la future étoile. Mais alors comment apparaissent les couches les plus externes d'une étoile? Eh bien en fait, la matière en excès est éjectée vers l'extérieur de la nébuleuse. Mais la matière ne part pas dans les confins de l'obscurité spatiale. Elle reste en équilibre proche de l'étoile, créant alors une couche externe plus froide et plus dense. Généralement, le reste de la matière qui ne sert pas à former l'étoile ne sert pas à rien. Elle va créer un disque autour de l'étoile et va donner naissance aux planètes. C'est en fait de la même matière que l'étoile que les planètes se forment. D'ailleurs, j'ai fait un documentaire sur les exoplanètes où j'étais parti au Chili dans les plus grands observatoires du monde, et cette vidéo est disponible ici sur ma chaîne, donc foncez la voir. C'est un projet dans lequel je m'étais beaucoup investi, et franchement, je pense que la vidéo vous a plu. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, allez-y. Bref, une étoile c'est donc une sphère gigantesque de gaz chaud, principalement composé d'hydrogène et d'hélium, qui produit donc de la lumière et de la chaleur par des réactions de fusion nucléaire en son cœur. Comme on l'a vu, ces réactions transforment l'hydrogène en hélium, libérant alors une énorme quantité d'énergie, qui va faire briller l'étoile. Mais cette quantité astronomique d'énergie n'est pas là que pour briller. Elle va être une force répulsive, donc qui part du cœur de l'étoile vers l'extérieur, ce qui va donc soutenir sa propre structure contre sa propre force gravitationnelle. Alors vous inquiétez pas, je reviendrai sur cet équilibre dans quelques instants. Voilà, l'étoile est créée et a atteint sa taille et sa masse optimale, ce qui permet de stabiliser sa structure et de la maintenir en vie pendant plusieurs millions, voire même dizaines de millions ou de milliards d'années. Bon, on a vu comment les étoiles se forment, mais comment elles meurent? Enfin, si elles peuvent mourir. Eh bien comme on l'a vu, la création d'une étoile demande beaucoup d'énergie de la part de la nébuleuse de laquelle elle provient. Mais pour garder un certain équilibre dans l'univers, il faut que cette énergie soit relâchée à un moment donné. Et c'est ce qui se produit quand une étoile meurt. En fait, comme on a pu le voir tout à l'heure, pour qu'une étoile brille, elle consomme son propre carburant. Donc elle consomme et libère de l'énergie sous forme de chaleur et de lumière. Mais il arrive un moment où l'étoile est comme en perte. En gros, l'énergie produite utilisée pour créer le carburant d'une étoile devient supérieure à celle qui est émise lors de sa combustion. Résultat, l'équilibre de l'étoile est rompu. C'est à partir de ce moment-là que l'étoile commence sa chute vers sa mort, devenue certaine. Elle consomme plus puis produit moins, donc elle s'épuise pour finalement exploser. Ces explosions, on les appelle les supernovas. En réalité, il s'agit de l'explosion cataclysmique d'une étoile. C'est l'un des phénomènes les plus puissants de l'univers, libérant une quantité incroyable d'énergie et souvent surpassant la luminosité de toute une galaxie entière pendant une courte période. Mais elles ne se produisent pas pour toutes les étoiles. Eh bien oui, parce qu'une mort aussi spectaculaire est réservée surtout à un seul type d'étoile, les étoiles massives. Mais est-ce que ces explosions sont importantes dans l'univers? Eh bien aussi bizarre que ça puisse paraître, sans ces explosions,
l'univers et la Terre n'auraient pas du tout été les mêmes. C'est grâce aux supernovas que les atomes lourds, comme l'or, le plomb, l'uranium et plein d'autres éléments chimiques, sont présents dans notre univers, et donc sur Terre. Donc concrètement, si vous possédez un bijou avec de l'or dessus par exemple, eh bien dites-vous qu'il provient à 99% sûr de l'explosion d'une étoile, et qui est survenue il y a plusieurs milliards d'années. Et après ça, qu'est-ce que ça donne? Que reste-t-il après l'explosion d'une étoile? Eh bien c'est là que ça devient intéressant. Au moment de l'explosion, le noyau, maintenant composé de fer au fil des fusions nucléaires, va grandir jusqu'à atteindre une masse critique. Il ne peut plus supporter cette pression gravitationnelle. Alors la gravité prend le dessus en moins d'une seconde. Le noyau s'effondre sur lui-même. Les protons et les électrons dans le noyau se combinent pour former des neutrons et des neutrinos. L'effondrement brutal du noyau crée une onde de choc se propageant à 20% de la vitesse de la lumière. C'est environ 60 millions de mètres par seconde. Ça fait presque 216 millions de km/h. C'est juste colossal. Cette onde de choc ultra rapide va rebondir sur le noyau et se propager vers l'extérieur, provoquant alors l'explosion de l'étoile, une des explosions les plus énergétiques de l'univers. En réalité, ce qui se passe, c'est que les couches externes de l'étoile vont être violemment éjectées dans l'espace, enrichissant par la même occasion le milieu interstellaire en éléments lourds. Le gaz s'éloigne petit à petit et tout se disperse de manière totalement chaotique. Mais alors, qu'advient-il du noyau ensuite? Eh bien, il sera tellement condensé, subissant les effets de sa propre gravité, qu'il formera un astre d'une densité extrême, une étoile à neutrons. En fait, si le noyau de l'étoile en question a une masse suffisante, donc de 1,4 masse solaire, il se transformera en étoile à neutrons, extrêmement dense. Par contre, s'il est plus massif, alors la gravité prendra encore plus le dessus pendant l'explosion, et formera alors quelque chose de pire encore, un trou noir. Mais on va pas parler des trous noirs aujourd'hui, je vous laisserai aller voir ces vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Au moment de la condensation du cœur du noyau, la pression ne permet plus le maintien de l'équilibre atomique, et les protons interagissent avec les électrons pour donner des neutrons. Par exemple, SN 1054 est l'une des supernovas les plus célèbres. Elle a été observée par des astronomes en l'an 1054. Cette explosion stellaire a laissé derrière elle un rémanent connu, sous le nom de nébuleuse du crabe, qui s'étendrait sur environ 11 années-lumière et qui continuerait encore aujourd'hui de se dilater. Cette nébuleuse, on peut l'observer aujourd'hui avec des télescopes amateurs et elle est magnifique. Et donc on parle là d'un énorme nuage de gaz qui permet la formation de nouvelles étoiles. D'une certaine façon, la mort d'une étoile massive permet la création de nouvelles étoiles. Une étoile qui a vécu, qui a explosé et qui donne lieu à un spectacle magnifique dans une tragédie cosmique. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien quand cette étoile est morte, elle l'a laissé derrière elle ce rémanent, donc ce nuage de gaz, mais aussi et surtout une étoile à neutrons, ou plutôt un pulsar, c'est-à-dire une étoile à neutrons mais qui tourne très vite, tellement vite qu'elle est même capable d'émettre des faisceaux de radiation électromagnétique à des intervalles réguliers. Les pulsars tournent extrêmement rapidement sur eux-mêmes, de quelques fois par seconde à des centaines de fois par seconde. Cette rotation rapide est un vestige de ce qu'on appelle la conservation du moment cinétique de l'étoile de base. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'une étoile massive arrive en fin de vie, elle peut exploser en supernova. Mais il existe en physique ce qu'on appelle la loi de conservation du moment cinétique. En fait, le moment cinétique d'un système est une quantité de mouvement qui se conserve dans la majorité des cas, c'est-à-dire qu'elle ne varie pas. Et c'est le cas pour une étoile. Donc le moment cinétique, c'est une quantité de mouvement. Il va dépendre de la vitesse de rotation, de la masse et de la taille de l'objet. Pendant ces différentes étapes de vie et de mort, l'étoile voit sa taille, c'est-à-dire son rayon, varier, et généralement diminuer en fin de vie. Et peu importe la taille de l'astre ou sa vitesse de rotation ou autre, il doit toujours y avoir une conservation du moment cinétique, tant qu'il n'y a pas de force externe qui agissent sur l'astre en question. Parce que oui, selon le principe du moment cinétique, si le rayon du cœur diminue, donc quand il se condense pour devenir une étoile à neutrons par exemple, eh bien sa vitesse de rotation doit augmenter pour que ce fameux moment cinétique ne change pas. En gros, la vitesse de rotation doit augmenter pour compenser la diminution du rayon de l'étoile. L'étoile à neutrons ainsi créée peut avoir un rayon de seulement 10 à 20 km. Mais parce qu'il faut conserver le moment cinétique, eh bien sa vitesse de rotation augmente de manière extrême, à tel point que certaines étoiles à neutrons peuvent tourner sur elles-mêmes plusieurs centaines de fois par seconde, devenant, comme ce qu'on a vu jusqu'avant, des pulsars.
On va imaginer une patineuse artistique qui tourne sur la glace, les bras écartés. Sa vitesse est par exemple de 30 tours par minute. Maintenant, elle décide de replier les bras contre sa poitrine en gardant le même effort au niveau de ses jambes. On va alors remarquer que sa vitesse va augmenter à par exemple 45 tours par minute. Pour finir, elle va plier les jambes et se baisser pour essayer de former une boule avec son corps. En gardant le même élan d'effort qu'au début, on peut voir que sa vitesse va encore augmenter à 60 tours par minute. En réalité, ce qu'elle a fait, c'est condenser la quasi-totalité de sa masse au même endroit, tout en conservant l'effort d'origine. Mais revenons-en aux pulsars. Ces astres possèdent des champs magnétiques extrêmement puissants, des milliards de fois plus intenses que ceux de la Terre. Et ils sont pas là pour faire joli. En réalité, ces champs magnétiques jouent un rôle crucial dans la production des faisceaux de radiation. Mais comment est-ce qu'ils émettent des radiations et lesquelles? Les pulsars émettent des faisceaux de radiation électromagnétique qui sont en phase, comme des faisceaux laser, et c'est généralement dans les domaines radio, X ou gamma. Ces faisceaux sont produits par l'accélération des particules chargées le long des lignes de champ magnétique intenses de l'étoile à neutrons. À mesure que le pulsar tourne, les faisceaux de radiation balayent l'espace comme les faisceaux d'un phare, exactement comme le phare de la tour Eiffel qui éclaire Paris de façon régulière. Si l'un des faisceaux croise la Terre, alors on peut détecter une impulsion de radiation se traduisant comme un clignotement. C'est ce balayage régulier qui donne l'impression de pulsation. Mais alors maintenant, la vraie question, c'est comment une étoile à neutrons devient-elle un pulsar? Bon, on va commencer par le début de nos découvertes. Le tout premier pulsar à avoir été découvert et identifié, c'est PSR B1919+21, une étoile à neutrons en rotation rapide située dans la constellation du Petit Renard. Elle a été découverte en 1967 et a été le premier pulsar jamais identifié. Cette découverte a confirmé l'existence de pulsars et a conduit à la découverte d'autres objets similaires. Elle est carrément ouvert un nouveau domaine d'études en astrophysique, contribuant à notre compréhension des étoiles à neutrons et des phénomènes extrêmes de l'univers. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, la nébuleuse du Crabe présente une structure filamenteuse complexe, avec des régions de forte émission de rayons X et gamma, qui sont donc les rayonnements les plus puissants qui existent actuellement dans l'univers. Et tout ça, on le sait parce qu'en son centre se trouve une étoile à neutrons en rotation rapide, appelée le pulsar du Crabe. Un autre point hyper intéressant par rapport aux étoiles à neutrons, c'est leur champ magnétique. En fait, il faut savoir que le champ magnétique des étoiles à neutrons est parfois extrêmement fort. Et parfois, il est vraiment très fort. Alors ils deviennent un autre type d'astre bien particulier, des magnétars. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Mais alors, qu'est-ce que c'est vraiment? Quels sont les secrets derrière ces magnétars? Eh bien en fait, un magnétar est un type particulier d'étoile à neutrons qui possède un champ magnétique extrêmement puissant, parmi les plus puissants de l'univers. Les magnétars se forment généralement après l'explosion en supernova d'une étoile massive. Mais ce qui permet vraiment de distinguer les magnétars des autres étoiles à neutrons, c'est évidemment leur champ magnétique. Si on comparait leur champ magnétique à celui de la Terre par exemple, eh bien il serait 1 quadrillion de fois plus fort, c'est-à-dire un 1 suivi de 15 zéros ensuite. Mais je ne parle pas de la puissance d'un magnétar, mais bien du ratio entre le champ magnétique de la Terre et celui d'un magnétar. Le champ magnétique d'un magnétar est en moyenne 1 million de milliards de fois plus puissant que celui de la Terre. C'est juste énorme. Cette force magnétique peut provoquer des effets incroyables, comme des tempêtes magnétiques et des émissions de rayons X et gamma, extrêmement puissants. De tels champs magnétiques peuvent entraîner une séparation d'un faisceau de lumière et sa recombinaison. En gros, ils peuvent fortement dévier la lumière, exactement comme le ferait un trou noir, c'est-à-dire son impact. Leur champ magnétique est si puissant qu'ils peuvent déformer les atomes à des distances impressionnantes. Et quand un magnétar subit une secousse magnétique, ça peut libérer une quantité énorme d'énergie en un instant. C'est ce qu'on appelle une éruption gamma. Ces éruptions peuvent même affecter des systèmes électroniques sur Terre si elles sont assez fortes, et ce, même si ça se produit à des milliers d'années-lumière d'ici. Les magnétars sont fascinants pour les astronomes, parce qu'ils nous aident à comprendre les extrêmes de la physique. Ils poussent les limites de nos connaissances sur les champs magnétiques, la densité de la matière et les comportements extrêmes de l'univers. Mais le plus fascinant pour un magnétar, c'est sa formation. En fait, la formation d'un magnétar commence bien avant sa naissance en tant qu'étoile à neutrons extrêmement magnétique. Tout commence avec une étoile massive, généralement au moins 8 à 30 fois la masse de notre Soleil. Et comme on l'a vu, une fois qu'elle a épuisé son carburant nucléaire, elle ne supporte plus la pression exercée par sa propre gravité et explose en supernova. À partir de là, le cœur effondré devient une étoile à neutrons, un objet extrêmement dense,
où les protons et les électrons se combinent pour former des neutrons. Et pour vous faire imaginer un peu mieux le concept, c'est comme si un carré de sucre pesait la masse de l'Everest qu'Inox Tag a gravi. Les chercheurs pensent que certaines étoiles massives ont des champs magnétiques intenses dès leur naissance ou les développent pendant leur vie. Lors de l'effondrement en supernova, ces champs magnétiques peuvent être amplifiés et donner ainsi naissance aux magnétars, au lieu de simples étoiles à neutrons. L'un des mécanismes proposés pour expliquer la formation de ce champ magnétique intense est l'effet dynamo. Vous en avez peut-être déjà entendu parler lors de vos cours de physique-chimie au lycée par exemple. Pendant l'effondrement du cœur, les mouvements turbulents de la matière et la rotation rapide de l'étoile à neutrons nouvellement formée peuvent générer des champs magnétiques extrêmement puissants. Une fois formée, l'étoile à neutrons magnétisée devient un magnétar. Ces champs magnétiques extrêmes influencent grandement les propriétés et le comportement de l'étoile. Par exemple, les champs magnétiques peuvent causer des tensions dans la croûte de l'étoile, menant alors à des éruptions de rayons X et de rayons gamma, lorsque ces tensions sont libérées. Et à cause de leur champ magnétique intense, les magnétars ont des vies relativement courtes, de l'ordre de quelques milliers à quelques millions d'années. Et ce, avant que leur champ magnétique ne s'affaiblisse suffisamment pour les faire revenir au stade d'étoiles à neutrons simples. Il faut aussi savoir que les périodes de rotation des magnétars sont plus lentes que la plupart des pulsars, qui tournent de 2 à 12 fois par seconde, ce qui réduit fortement leur émission lumineuse. À ce jour, plusieurs magnétars sont connus, comme SGR 1806-20, qui est un des magnétars les plus étudiés, ou encore SGR 1900+14, connu pour ses sursauts gamma très puissants. Et ensuite, quels phénomènes cosmiques ont pour origine les étoiles à neutrons? Ces phénomènes peuvent-ils déformer ou remanier les lois de la physique? En réalité, un des effets les plus observés et les plus étudiés est ce qu'on appelle les effets relativistes remarquables, en raison de leur intense gravité. En fait, vous n'êtes pas sans le savoir que les masses de ces corps célestes courbent l'espace-temps autour d'eux, ce qui fait que la lumière émise par la surface d'une étoile suit des trajectoires dans l'espace-temps courbé, ce qui permet de rendre visible une partie de la surface arrière de l'étoile, depuis un certain point d'observation. Un phénomène assez complexe qu'on connaît sous le nom de lentille gravitationnelle. Mais ce phénomène n'est pas inconnu. C'est ce qu'il se passe avec les représentations des trous noirs. On représente les trous noirs avec des halos de lumière au-dessus et en dessous de l'horizon des événements. Mais en réalité, il s'agit de la déviation de la lumière se trouvant derrière le trou noir. Une déviation causée par la propre gravité du trou noir et qui courbe l'espace-temps, et donc impacte directement la lumière. Mais c'est pas le seul impact sur la lumière, parce que oui, la densité et donc la gravité d'une étoile à neutrons peuvent aussi impacter la couleur de la lumière. Enfin, pas tout à fait, mais vous allez comprendre. En fait, la lumière émise à la surface d'une étoile à neutrons peut subir ce qu'on appelle un décalage vers le rouge gravitationnel. C'est un phénomène qui se produit essentiellement quand on s'éloigne de l'intense champ gravitationnel. Ça signifie que la fréquence de la lumière diminue à mesure qu'elle s'échappe de l'attraction gravitationnelle de l'étoile. En plus de ça, les étoiles à neutrons peuvent tourner très rapidement sur elles-mêmes, comme on l'a vu. Ce mouvement de rotation crée un effet qu'on appelle un effet Doppler relativiste. Pour t'expliquer simplement, imagine que tu es debout au bord d'une route et qu'une ambulance passe devant toi. Quand l'ambulance s'approche, le son de sa sirène est aigu. Mais quand elle s'éloigne, le son devient plus grave. Ce phénomène est dû à l'effet Doppler où les ondes qui sont ici des ondes sonores changent de fréquence en fonction du mouvement de la source par rapport à toi. Pour la lumière, c'est un peu pareil, mais au lieu de son, on parle de longueur d'onde lumineuse. Quand une galaxie ou une étoile s'éloigne de nous, ces ondes lumineuses s'étirent, comme si elles étaient tirées par l'expansion de l'univers. En réalité, ces ondes sont allongées et deviennent plus rouges, simplement parce que le rouge correspond à des longueurs d'onde plus grandes. A l'inverse, quand une étoile se rapproche, les ondes lumineuses se compressent et deviennent plus courtes, et la lumière donc nous apparaît plus bleue. Le décalage vers le rouge est donc une indication que l'univers est en expansion. Les galaxies lointaines s'éloignent de nous, et leur lumière est tirée vers le rouge. Mais le champ gravitationnel intense d'une étoile à neutrons ne modifie pas seulement la lumière, elle modifie aussi le temps. Alors vous inquiétez pas, vous allez comprendre. En réalité, le temps passe plus lentement dans le champ gravitationnel intense d'une étoile à neutrons comparé à un observateur éloigné. En gros, c'est une conséquence directe de la relativité générale d'Einstein. Un événement près de l'étoile à neutrons semblerait prendre plus de temps lorsqu'il est observé de loin. Ces effets relativistes extrêmes observés près des étoiles à neutrons offrent des preuves solides pour prouver la théorie de la relativité générale. Ce qui permet aux scientifiques d'étudier les propriétés de la matière et ce, dans des conditions de gravité intense
qui ne peuvent pas être reproduites sur Terre. C'est un peu comme des laboratoires géants. Donc, comme on a pu le voir, les étoiles à neutrons sont extrêmement intéressantes. Les étoiles à neutrons constituent à elles seules de véritables centres de recherche à ciel ouvert. Et contrairement à la croyance commune, on pense que les étoiles à neutrons ne sont pas rares. Et si on part sur ce principe, eh bien on peut se demander ce qu'il se passe si deux étoiles à neutrons venaient à entrer en collision. C'est vrai ça. Qu'est-ce que la collision entre ces deux monstres énergétiques et de gravitation pourrait engendrer? Eh bien ça, on peut le voir entre guillemets en observant la déformation même de l'espace-temps, les ondes gravitationnelles. En fait, la détection de l'onde gravitationnelle issue de collisions d'étoiles à neutrons a marqué une avancée majeure en astrophysique, ce qui a permis de nous offrir des aperçus profonds sur la nature de l'univers. Parce que oui, ça existe. On sait que dans l'univers, des étoiles à neutrons sont entrées en collision, et entrent encore en collision actuellement. Il en résulte des ondes gravitationnelles, donc des vagues dans l'espace-temps, qu'on détecte par exemple avec Virgo, un instrument situé en Italie. Mais est-ce qu'on peut prouver tout ça? Est-ce qu'on a déjà vu, entre guillemets, une collision entre deux étoiles à neutrons? Eh bien oui, justement. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Le 17 août 2017, les détecteurs LIGO aux États-Unis et Virgo ont détecté des ondes gravitationnelles provenant de la collision de deux étoiles à neutrons. Un événement désigné plus tard sous le nom de GW 170817. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Et qu'est-ce que ça implique? Eh bien, lors de la collision, les étoiles à neutrons spiralent l'une vers l'autre, émettant des ondes gravitationnelles de plus en plus fortes jusqu'à leur fusion. GW 170817 a produit un signal caractéristique d'une durée d'exactement 100 secondes, avant de culminer au moment de la fusion. Et en parallèle des ondes gravitationnelles, cette collision a aussi pu être détectée par des observatoires à travers le monde. En réalité, les chercheurs ont détecté des émissions électromagnétiques, y compris des rayons gamma, des rayons radio et des rayons X, et de la lumière visible, toutes provenant de la même région du ciel. Elle est bien là notre preuve. C'est une preuve irréfutable que deux étoiles à neutrons sont bien entrées en collision le 17 août 2017. Mais concrètement, que se passe-t-il lors de la rencontre de ces deux astres? Eh bien, comme on a commencé à le voir, quand deux étoiles à neutrons entrent en collision, elles génèrent des phénomènes incroyablement énergétiques et spectaculaires. Par exemple, c'est possible que deux étoiles à neutrons se forment dans un système binaire, souvent après la supernova de deux étoiles massives proches. Ces étoiles orbitent l'une autour de l'autre, émettant de très puissantes ondes gravitationnelles. Et à mesure qu'elles perdent de l'énergie par rayonnement gravitationnel, elles se rapprochent en spirale l'une de l'autre. Et elles sont là, comme attirées par un élastique cosmique surpuissant. Elles sont piégées par leur propre influence gravitationnelle. Un seul destin est désormais possible, la collision. Et quand ça se produit, les étoiles à neutrons fusionnent en une fraction de seconde. La densité extrême et les forces gravitationnelles à l'œuvre sont phénoménales. Cette collision peut engendrer la formation d'un trou noir, ou même celle d'étoiles à neutrons encore plus massives et instables. Et comme dit précédemment, cette collision génère des ondes gravitationnelles puissantes, des ondulations dans l'espace-temps qui se propagent à toute vitesse à travers l'univers. Le signal des ondes gravitationnelles d'une telle collision est distinct et permet même aux astronomes de détecter et d'étudier des événements cosmiques. Parce qu'en plus de ça, cette collision produit des sursauts gamma courts, des explosions extrêmement énergétiques de rayonnement gamma. Et pourquoi des sursauts gamma courts? Eh bien tout simplement parce que ces sursauts durent généralement moins de 2 secondes. Et le plus fascinant de tout ça, c'est que l'énergie libérée sous forme de jets de particules et de rayonnement se déplace à des vitesses relativistes, c'est-à-dire proches de la vitesse de la lumière. Mais là où les collisions d'étoiles à neutrons sont particulièrement intéressantes, c'est parce qu'elles créent des conditions idéales pour un processus en particulier, le processus R. Mais alors qu'est-ce que c'est? Eh bien il consiste simplement à la capture rapide de neutrons menant à la formation d'éléments lourds comme l'or, le platine ou d'autres éléments au-delà du fer dans le tableau périodique. Mais dans tous les cas, la rencontre de deux étoiles à neutrons produit une kilonova, une explosion électromagnétique brillante alimentée par la désintégration des éléments lourds. Cette lumière est visible dans tout le spectre électromagnétique, y compris les ondes radio, la lumière visible et les rayons X. Si un trou noir se forme de cette explosion, il est souvent entouré d'un disque d'accrétion, de matière résiduelle énorme. Et comme on pouvait s'en douter, la collision peut amplifier les champs magnétiques environnants, ce qui va bien sûr affecter les particules et le rayonnement émis. Bon, on en a fini avec les collisions entre deux étoiles à neutrons. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que la collision de deux étoiles à neutrons est l'un des événements les plus puissants et les plus fascinants de l'univers. Elle génère des ondes gravitationnelles détectables depuis la Terre, des sursauts gamma et une kilonova brillante, tout en produisant des éléments lourds essentiels
pour l'équilibre chimique de l'univers. Ces événements fournissent des informations précieuses sur la physique fondamentale et l'évolution stellaire, et ils illustrent la richesse et la complexité des interactions cosmiques. Mais c'est important d'étudier ce phénomène, parce que les observations ont confirmé les prédictions clés de la relativité générale d'Einstein, dans divers domaines, mais surtout concernant les ondes gravitationnelles. Et en plus, la détection simultanée d'ondes gravitationnelles et d'ondes électromagnétiques a ouvert une nouvelle ère d'astronomie multimessagère, permettant aux scientifiques d'étudier les mêmes événements astrophysiques à travers différents types de signaux. Une nouvelle ère de l'astrophysique a aussi commencé au moment où ces astres apparaissent. Parce que oui, quand une étoile à neutrons se forme, on dit que les protons et les électrons se combinent pour former des neutrons. Cette nouvelle matière, on l'appelle la matière dégénérée. Sans rentrer dans le détail, c'est un état de matière caractérisé par une densité extrêmement élevée et où les effets de la mécanique quantique deviennent les plus courants. En réalité, elle se forme dans des environnements où la pression est suffisante pour surmonter les forces électrostatiques qui maintiennent les atomes séparés, faisant en sorte que les particules subissent des effets quantiques notables. Et dans une étoile à neutrons, la pression surmonte largement les forces électrostatiques. C'est pour cette raison qu'on a cette combinaison entre les électrons et les protons. Les neutrons sont comprimés à des densités hyper élevées, ce qui crée une matière extrêmement dense et soutenue par la pression de dégénérescence des neutrons. Et cette pression de dégénérescence, d'où vient-elle ? Eh bien, elle provient du principe d'exclusion de Pauli, qui stipule que deux fermions, comme des électrons ou des neutrons, ne peuvent pas occuper le même état quantique simultanément. Dans un espace très confiné, les fermions exercent une pression significative pour éviter de se trouver dans le même état. Mais là, on rentre dans le domaine de la physique quantique qui est particulièrement complexe. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que j'en fasse une vidéo entière. La matière dégénérée et les étoiles à neutrons illustrent les états les plus extrêmes de la matière et les conséquences des forces gravitationnelles intenses dans l'univers. On l'a vu pour la lumière avec le décalage vers le rouge et pour l'écoulement du temps, selon le référentiel dans lequel on se trouve. Comprendre ces phénomènes aide les astrophysiciens à explorer les limites de la physique et à enquêter sur les conditions de l'univers peu après le Big Bang. Alors oui, les étoiles à neutrons sous toutes leurs formes, comme les pulsars ou les magnétars, sont des astres célestes incroyablement impressionnants. Les étudier puis les comprendre nous permettra d'apporter beaucoup de réponses sur la nature de certains éléments présents sur Terre. Et surtout, de répondre à la question que tout le monde se pose. Comment s'est déroulé le Big Bang ? Et qu'est-ce qui l'a provoqué ? En parlant de ça, une théorie assez intrigante propose que le Big Bang reposerait sur la collision de deux étoiles de neutrons extrêmement massives, et donc énergétiques. Entre nous, j'y crois pas tellement, surtout que les scientifiques ne trouvent pas vraiment de correspondance entre la quantité d'énergie expulsée par une telle collision et la quantité d'énergie présente et nécessaire au Big Bang. Mais je vous laisserai me dire votre avis dans les commentaires. Et surtout, moi j'ai une question pour vous, c'est quoi l'avenir de l'humanité ? Quand on voit tout ce qui se passe et qu'on voit que le Soleil dans 1 milliard d'années va se réchauffer et rendre la Terre inhabitable, eh bien c'est quoi notre avenir ? Est-ce qu'on est condamné à mourir sur Terre ? Eh bien j'en ai fait une vidéo entière ici, je pense vraiment qu'elle peut vous plaire, donc allez la voir si ça vous enchante. Et sinon, si vous souhaitez vous renseigner par rapport un peu à l'actualité spatiale, tout est ici. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à rejoindre la chaîne, ça permet vraiment de la soutenir et vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs, comme voir les prochaines vidéos en avance, qu'on puisse discuter ou même choisir les prochains sujets. N'oubliez pas que vous pouvez revoir ou réécouter cette vidéo sur Spotify. Merci infiniment pour votre soutien là-bas, c'était Zeborlos, à plus tard.